Bonjour Alice. Bonjour Raphaël. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce premier épisode de la deuxième saison qui débute avec toi. On te connaît déjà à l'audio, mais pas à l'image, ce sera la première fois. Donc c'est Alice qui était déjà là dans le troisième épisode, si je dis pas de bêtises, de la saison 1. Je sais pas. Normalement c'est ça. Et donc qui revient donc de sa transatlantique. Et elle a beaucoup de choses à nous dire sur ce voyage. Donc elle a ramené son petit carnet de voyage. Je suis la bonne élève. Voilà. Tu es parti donc pour faire un petit résumé. Pour faire ta transatlantique suite à ton année de césure. On a pris une année de césure. Ouais. Et tu t'es dit qu'est-ce que j'allais faire? Non, je savais déjà ce que j'allais faire. C'était plutôt l'inverse. C'était jamais faire une transatlantique. Du coup, je pose ma césure. Ouais. Donc tu as posé ta césure. Et ce qu'on dit pas, c'est que tu as failli ne pas partir. Oui, c'était horrible. Parce que c'était très compliqué niveau organisation. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, alors j'avais un plan en tête. Je voulais partir avec une entreprise. Sauf que à la voile, on sait jamais quand on part, jamais quand on revient. Et donc c'est que des projections. Enfin, c'est toujours des départs hypothétiques, on va dire. On m'avait dit on partira en septembre. Très bien. J'étais prête en septembre. Moi, en septembre, j'étais prête. En octobre, j'étais toujours prête. En novembre, j'étais toujours prête. Et décembre, je commençais à penser à autre chose et je pensais qu'il m'avait un peu oublié ou que ça se ferait pas. Et en fait, en janvier, alors que j'avais déjà un plan B de césure et que voilà, ils m'ont dit on part dans 3 semaines. Ils partaient de Bretagne, c'est ça? Alors eux, ils partaient d'Amsterdam. Et en fait, c'était ça aussi la question, c'est qu'ils savaient pas encore s'ils allaient passer par la France. Et moi, je savais pas s'il fallait que je les rejoigne à Amsterdam ou à Porto Santo. Mais ils sont passés par la Bervrac et Douarnenez, ces splendides villes du Finistère. et donc c'est là que je les ai rejoints. Ok. Et oui, donc tu les connaissais pas, c'est vraiment, tu les as contactés, c'est des professionnels qui ont l'habitude de faire ça. C'est une entreprise, ouais. Ouais, c'est une entreprise. C'est une entreprise de transport de marchandises à la voile. Ok. Ok, donc c'était pour eux, c'était pas un voyage entre guillemets vacances comme toi, c'était vraiment du transport. Non, c'était des gens qui travaillaient sur un gros bateau cargo. C'était un gros voilier avec 2 mâts de 40 mètres et tout le crew était membre de l'équipage en tant que salarié. T'étais la seule. J'étais la seule, j'étais la petite touriste. Voilà, la petite touriste. Avec son petit carnet qui est écrit dans sa cabine. Et mes petites lunettes, non, je faisais un peu tâche. Et vous étiez combien du coup? On était. Ça variait un peu, on était 11. Sur le plus gros de la traversée, on était 11. Ok. Ah, parce qu'il y en a qui sont descendus entre temps. Il y a eu des petits changements de second du capitaine et de représentant de l'entreprise. Ouf. En gros, à Porto Santo, on a changé de second, pardon. Et le boss de l'entreprise est descendu et c'est une autre représentante qui est venue, qui était aussi cuistot, qui cuisinait trop bien. Donc on y a gagné aussi. Et oui, donc tu faisais déjà de la voile. Oui. Comment t'avais appris, comment c'était venu, et ensuite comment l'idée de la transatlantique t'est venue, parce que c'est pas non plus. Peut-être que dans le milieu de la voile c'est quelque chose c'est un sorte de rêve, mais comme je ne connais pas du tout, pour moi ça me paraît un peu fou. Donc moi j'ai grandi à Nantes et j'ai appris à faire de la voile avec les scouts marins. Ma famille pas scout, pas marine du tout, et je pense que c'est aussi pour ça que ça me plaisait beaucoup d'aller investir quelque chose d'assez inconnu. Et en fait j'ai passé des diplômes, très vite je suis devenue formatrice et skippeuse de mon propre bateau. À quel âge? 17 ou 18 ans. J'ai commencé la voile, je pense, vers 15 ans. En vrai, relativement tard. Et t'étais monitrice, mais pour les... Toujours pour les scouts. Enfant ou adulte, en gros, j'étais responsable de mon bateau. Ok. Et après, je naviguais toujours en flottille. Et principalement en Bretagne. Voilà. Et en fait, j'ai un peu arrêté la voile. Et j'avais refait un camp en tant que formatrice où j'avais perdu confiance en moi de fou. Et donc je me suis dit, si je refais pas un gros truc à la voile qui me marque le coup, je remettrai plus jamais les pieds sur un bateau. Ouais, tu m'avais dit parce que quand tu te rendais compte que ça allait être compliqué parce qu'ils t'envoyaient pas trop de messages, etc.,
tu t'étais dit de peut-être aller, je sais plus où exactement, mais en Méditerranée. Tu voulais quand même Oui, faire quelque je chose. cherchais d'autres plans de navigation. En fait, je voulais naviguer coûte que coûte pour ne Ouais. pas perdre le niveau que j'avais acquis et surtout la confiance que j'avais en la mer et en les navires. Et voilà. Et je pense que une transatlantique, c'est un truc. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de super symbolique. Ouais. Parce que tout navigateur l'a fait. Alors moi, j'étais pas en solitaire. Oui. Mais puis il y avait aussi, j'avais besoin d'une grosse coupure. Et je pense que ouais, j'avais envie de me challenger. Ce truc de, je suis au milieu de l'océan et je peux pas me raccrocher à la terre. Je peux me raccrocher à rien d'autre que moi-même. Et ouais, avec d'autres personnes aussi. Avec d'autres personnes. Et oui, c'est sûr. Mais des personnes du coup qui partagent ça. Couper du monde. Ouais. Et ok. Et ça a duré combien de temps alors cette transatlantique? je dirais le porte-à-porte Bretagne-Colombie, 2 mois. Quand même, ouais. Et la période la plus longue sans voir la terre, c'était 1 mois. En fait, je suis partie en Bretagne et le problème, c'est qu'on m'a fait venir vite parce que il y avait une fenêtre météo hyper incertaine, c'était tempête, et donc ils pouvaient partir un peu d'un moment à un autre. Ils pouvaient pas planifier leur départ et il fallait que je sois là sur place pour qu'ils puissent décider de partir dans la demi-heure s'il le fallait. Okay. Et donc j'ai passé finalement 2 jours à la Bergerac et presque 1 semaine à Douarnenez. C'était long, c'était très long parce que j'avais envie de partir et j'étais pas assez loin de chez moi. Enfin, c'était. Il y avait pas le stress qui montait. Il y avait le stress qui montait parce que en fait j'étais avec tout le crew qui se connaissait bien. Et ce que j'ai pas dit, c'est que c'était du coup un équipage international, donc on parlait qu'en anglais, ouais. Langue qui n'était pas mon fort. Et les Danois se connaissaient tous entre eux. C'était compliqué. En fait, c'était un groupe qui était compliqué à intégrer, surtout que c'était des gens qui travaillaient et moi j'étais là pour me faire kiffer plus qu'autre chose. Après l'ambiance, ça veut dire quand même assez cool sur la vidéo que tu as pu montrer. Non, mais évidemment, mais le début, j'ai cru que j'allais pas partir. Ok. J'ai cru. Donc c'est ça, j'avais vraiment envie qu'on quitte Douarnenez pour en fait ne plus avoir le choix. Quoi. Ouais. Le départ, si je disais que donc j'ai passé 10 jours à Douarnenez. Oui, voilà. Ensuite, on a navigué une bonne semaine et on est arrivé à Porto Santo. À Porto Santo, on est resté 5 jours. Ouais. Et ensuite, on a repris la mer. On est parti le 10 mars de Porto Santo et on est arrivé le 5 avril à Santa Marta. Ça fait un sacré voyage. Et vous faites comment pour vous nourrir? Vous avez tout directement sur le bateau? Ou parce que j'ai vu passer des photos où hop là, tu récupérais du poisson en fait, tu as cuisiné du poisson, tu coupais la tête, tu l'as ouvert, etc. Donc, il y avait vraiment tout. Ou alors la pêche c'était juste pour le plaisir, ou alors il fallait aussi pêcher? Alors, évidemment, on part avec des vivres. Enfin, voilà. Oui, c'est logique. C'est un des points les plus importants. Parce que il travaillait, donc forcément, en plus, c'est censé être prévu. C'est prévu, et surtout, on mange tout le temps sur un bateau. Ouais. Comme on est élevé jour et nuit, en fait, surtout la nuit, on a besoin tout le temps de manger pour rester éveillé. Et puis c'est crevant en fait la voile. Enfin, donc on se prend des rafales de vent dans la tronche, on est tout le temps en train de tirer sur des poutres. C'est hyper physique. Donc ouais, on mange. Il y avait du coup un ou une cuistot à bord, donc c'était le seul rôle. Et on mangeait surtout des légumineuses, parce qu'évidemment les légumes et les fruits frais, ils ont tenu 1 semaine et demie, 2 semaines grand max. Ouais. Et donc finalement le poisson c'était surtout aussi un moyen de manger de la nourriture fraîche. Oui. Et surtout aussi beaucoup une façon de s'occuper. Parce que tu t'ennuies quand même. Ouais, un peu de tuer l'ennui et puis ça vient booster une journée en fait, parce qu'on avait toujours des lignes derrière le bateau. Ah, qui récupérait. Et en fait, quand ça mord à l'hameçon, il y a l'émotion de récupérer le poisson. Ça marche pas toujours. Il y a des fois, il y avait 3 lignes qui mordaient et en fait, on récupérait qu'un poisson. Oui. Mais non, c'était. Après, c'était pas mon passe-temps favori, mais il y en avait qui veillaient sur les lignes nuit et jour. Ça mord? Non, ça mord pas. Je te jure. Mais voilà, on a pêché un thon énorme. Sinon, c'était beaucoup de maï-maï.
des dorades, je sais plus. Oui, mais ça fait toujours plaisir Mais à non, manger. et du coup, on mangeait frais, mais finalement. Vous les cuisiez quand même. Ouais. Mais on Faut empêchait trop. À un moment, Mara, la cuisinière, elle a dit stop. Ah. J'en ai marre de vider les poissons. Mais voilà, c'était drôle parce qu'en fait, en plus, pour les faire sécher, on les accrochait à la baume. Donc en fait, à un moment, le navire s'est retrouvé un peu en sapin de Noël de poissons qui pendent de partout. Des gros trucs en plus. On en pêchait beaucoup et c'était marrant parce que ça sentait pas très bon quand tu passais trop près. Mais en même temps, c'était aussi un peu une prévision dans un barbecue à venir. Oui. Donc voilà, non, mais c'était chouette. Ok. Donc ouais, on a fait barbecue, on a fait soupe, on a fait plein de trucs. Ok, de toute façon, il y a 2 mois à ce moment, il y a 2 mois diversifiés. Mais c'est un plaisir. Ouais. Peut-être que tu peux vraiment nous raconter comment ça s'est fait, du début à la fin. Je veux dire, comment t'as voyagé, comment c'était ton expérience. Donc t'es parti de Bretagne, ensuite t'es passé par où? Alors du coup. Voilà. Là, ça fait remonter tous les souvenirs. Je suis partie de Bretagne. Un peu horrible en plus, vraiment, je suis partie à 5h du matin de Lyon pour aller à la Bergerac. Je suis arrivée à 23h. Ouais. Et j'en avais vraiment gros sur le cœur. Un gros fallait arriver. Le matin, je pense que j'avais jamais pleuré comme ça Ah oui. C'était un cocktail de peur, d'anxiété, de soulagement et d'appréhension en fait. Parce que mes parents m'avaient accompagnée le matin et mon copain. Et donc ouais, je laissais Lyon, le cœur gros, et je suis arrivée donc à la Bergerac dans un équipage déjà bien soudé. Et donc j'arrive et première impression, grosse fierté parce que c'est le plus gros bateau du port. Ah. Et c'est le bateau que tout le monde regarde en fait. Il y avait plein de curieux qui venaient pour s'approcher du bateau, voir un peu comment c'était. Et c'était drôle parce que du coup on est resté quand même pas mal de jours à terre en France et j'étais la seule Française à bord. Enfin il y avait le capitaine aussi mais il était occupé. Et donc c'était marrant parce que les touristes français, enfin les Français, les curieux français, s'adressaient à moi, qui était là depuis 2 jours sur le bateau. Ouais. Donc en fait ça m'a. Je connais pas trop encore. Mais ça m'a permis de poser les bonnes questions aussi et puis du coup après je pouvais faire guide du bateau que j'ai fini par connaître comme ma poche. Ouais. Mais ouais, assez impressionnant aussi parce que du coup c'était un bateau en fait à le pont avec que qui est un peu militaire quoi, un peu gris et en même temps c'est la partie où on passe le plus de temps et des réglages partout pour les voiles en fait. Ouais. Et en fait toute la partie plus cocooning elle est dans le bateau. Ouais. Et donc ouais, c'est un bateau qui a un peu froid quand même. Non, c'est assez large. En vrai, c'est quand même un gros pépère le bateau. Ouais. Et voilà. Et donc j'ai partagé ma cabine dès le premier jour avec Yolt, un Danois. Et le soir même où je suis arrivée, donc à 23h, on m'a dit demain réveil 7h30. Ah. J'étais en mode. Oh. Vraiment. Bonjour. Donc ça m'a mise dans l'ambiance tout de suite. Et en fait, c'est là que j'ai capté que j'étais sur un bateau où on travaillait. Vraiment. Et que j'étais pas là pour niaiser. Oui. Et en même temps, donc il y avait un côté de moi qui était un peu je suis pas payée pour travailler. Et en même temps, j'étais intégrée à l'équipage comme n'importe qui d'autre. Et c'est ce qui m'a permis de tenir aussi, je pense, en fait, d'être sur le même rythme complètement invraisemblable de tous les membres de l'équipage. Et du coup, ça se résume comment une journée sur un bateau? Sur un bateau, donc je parlais purement de quand on est en mer. Mais globalement, c'est toujours en 3 temps. Tu as un temps où tu te reposes, un temps où tu barres. C'est pas forcément la nuit, le temps où tu te reposes. Non. Parce que t'alternes, non, parce que c'est un roulement continu. Il y a plus de notion de jour et nuit. Ah ouais, ok. Non. Et donc il y a un temps où tu barres, c'est-à-dire donc avec ton gouvernail qui faisait, je pense, ma taille en longueur. Genre. Ça a fait les épaules et les bras. Et donc tu barres et on barrait au compas parce que tout était manuel. Ouais, ok. Vous mettiez pas un cap? Non, il y avait rien d'automatique. Ok. Donc le capitaine faisait ses relevés de cap et il nous disait tu suis le 351, tu suis le 122. Enfin bref. Et en fait du coup t'as ta boussole et t'es constamment en train d'ajuster ta direction. Et donc ça tu barres, mais il faut savoir qu'en vrai c'est super physique de barrer. Ouais. Les quarts ils étaient généralement en moyenne 4 heures.
Donc au début, moi, je pouvais barrer un Pendant quart 4 d'heure, heures? je pense. Tu restais pendant 4 heures comme ça? Non, justement, non, faut qu'on tourne. Mais Bah au oui. début, moi, compliqué de barrer. C'est vraiment physique. Et il faut choper le truc, parce que le bateau, il réagit pas tout de suite. Puis, bon, c'est quand même un monstre de 40 mètres que t'as entre les bras, avec des voiles énormes. Et à la fin, trop fière, je barrais 1 heure. Comme une vraie pirate. Comme une vraie pirate, une vraie viking. Et puis surtout, on me faisait confiance, quoi. Donc je pouvais rester seule à la barre et je pense que c'était la plus grande reconnaissance. Et pendant 1 heure, t'arrivais du coup à tenir le cap? Ouais, mais alors c'est vraiment, surtout que moi j'ai des problèmes de concentration terribles. Ouais. Donc c'était parfait pour moi. Et en même temps, c'était bien. C'est vraiment cette sensation d'être seule en mer, parce que du coup les coéquipiers de ton quart ils sont derrière ou en train de faire des petits réglages de voile. Et du coup, quand t'es en train de naviguer, tu fais rien d'autre que où tu vas, donc t'as vraiment l'impression d'aller dans un autre monde. Ouais, et puis en même temps, t'as une grosse responsabilité, parce que généralement, on est un peu... Tu te rends plus compte qu'il y a des gens autour de toi, quoi. Bah, de toute façon, ils dorment, ou... il y en a, mais je sais pas si on y reviendra après, sur la vie à bord, ou le sentiment de solitude. Mais en fait, il y a une sorte de mini-vie qui se reconstruit sur ce bateau qui est grand, mais tout mini au milieu de l'immensité de la mer. Immensité. T'es entouré d'autres gens, mais tu peux te sentir très vite Mais seul. oui, parce que tu vois, dans les cars, on était 3. Donc la nuit, tu peux très vite te retrouver tout seul à barrer, en fait. Et donc, c'est les moments où tu déconnes pas, parce que, en fait, c'est avec une erreur de barre que tu peux faire des fausses manœuvres au bateau, et c'est là que tu deviens dangereux pour tout le reste de l'équipage. Oui. Donc voilà. Donc ça, c'est le temps où tu barres. Ensuite, il y a le temps où tu fais de l'entretien de bateau. Et ça prend beaucoup de temps. Et en fait, c'est surtout là que j'ai appris plus qu'en termes de navigation. Mais j'ai fait plein de petits boulots. Enfin, j'étais les petites mains du bateau, quoi. Donc j'ai recousu des voiles, j'ai fabriqué des épissures, des reliures. Enfin, en gros, j'ai traficoté plein de trucs de bout. Et donc je cousais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai poncé des poulies. Ben c'est parce qu'en fait tout se s'use sur un bateau, et donc c'est de l'entretien constant. Faut changer, il faut poncer, il faut repeindre, faut machin, faut recouper des bouts, leur redonner une forme. Enfin les bouts, c'est les cordes. Les bouts, c'est les cordes, mais faut pas dire corde sur un bateau, c'est interdit. mais voilà, donc il y avait l'entretien, et mais des trucs tout bêtes, tu vois. Par exemple, j'ai changé le scotch des bouts de sauvetage, mais ça prend du temps, et c'est que des trucs comme ça. Mais donc ça occupait une grosse partie de mon temps, et du coup c'est ça. Et l'autre partie, donc c'est la partie que t'as pour toi, et en fait t'en as tellement peu de temps libre que tu le passes à dormir. Enfin, moi je le passais vraiment beaucoup à dormir et manger, parce que tu manges sur ton temps libre. Donc ça fait quoi? Ça fait un tiers ça fait je sais pas si on pourra mettre ça à l'image, mais j'avais résumé les quarts. Le système de quart. Mais car il y a 4 temps, si tu dis quart. Non, ça je dis par défaut, mais il y en a 3. Mais au début on était 2 équipes, et à la fin on en était 3. Et donc au début on faisait par exemple, si moi je commençais à 6h, je naviguais de 6 à 12. Ensuite j'allais me reposer de 12 à 18. Ensuite je naviguais de 18 à 22h. Ensuite j'allais me reposer de 22h à 2h. Ensuite, je naviguais de 2h à 6h. Et ensuite, j'allais me coucher de 6 à midi, et ainsi de suite. C'est mieux. Ah ouais. Et vraiment, quand tu te réveilles à 2h, ça pique, sachant que tu as dormi 4 heures. Mais le sommeil, c'était aussi quelque chose de terrible sur le bateau. Enfin, moi, j'ai très mal vécu le début de l'aventure. À cause de ça. Et du mal de mer. Parce que, oui, j'ai eu le mal de mer. Bah, je l'avais jamais eu jusqu'ici, et en même temps, je crois que c'est assez inévitable. Mais voilà. Donc, sacré un mal de mer, donc, alors que tu pars pour 2 mois de traversée, ça devait pas être facile. Mais comment tu l'avais vécu ça, et comment tu te sens quand tu es sur le bateau avec tout le monde? Tu me dis, oui, il y avait ce sentiment de solitude, mais aussi de liberté, j'imagine, parce que ça doit aller ensemble. Et qu'est-ce que ça t'apprend un peu sur toi-même, sur la vie avec les autres?
d'être sur un bateau comme ça? Euh, Parce que t'es seul, mais jamais C'est- vraiment seul, et c'est un peu exagérément ce qu'on voit sur la terre ferme, mais je pense que sur le bateau, tu dois plus le ressentir. oui, de toute façon, j'ai volontairement provoqué cette solitude Oui. que je recherchais. Mais comment je me sentais, c'était honnêtement, c'était un cocktail d'émotions, mais sans exagérer, hein, un cocktail d'émotions tous les jours. Et j'ai eu des petits mental breakdowns. Ouais, c'est normal. Et, Qu'est-ce que je fais là? et genre, pour en avoir parlé avec les équipiers au tout début du trajet, ils me disaient, en fait, c'est normal. Tu vas pas en avoir un par semaine, tu vas en avoir plusieurs par jour. Ouais. Et je disais, ah ok. Et ils disaient, nous aussi, on en a. Et c'est ça la vie marin. Et effectivement, j'en ai plusieurs par jour parce qu'en fait, déjà, il n'y a pas de jour. Ouais. Enfin, honnêtement, il n'y a pas de jour. Vu que tu te réveilles 3 fois, en fait, en 24 heures. Ouais. Et donc, c'était très drôle parce enfin, drôle non, mais en fonction de l'écart, je pouvais changer d'humeur du tout au tout. Parce que la fatigue, elle variait aussi. Et puis, naviguer de nuit, c'est quand même pas pareil que de naviguer de jour. T'as une sorte de sérénité qui s'installe, t'es seule avec la nuit. La nuit, plus sérénité. Et ben, je pense que la nuit, j'étais plus fatiguée, Ouais. plus tranquille, plus focus sur la nave. Tandis qu'en journée, j'avais tendance à vraiment penser beaucoup, surtout vers la fin du voyage, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais pas de réseau. Donc, aucun moyen de communiquer avec le reste du monde. Donc, c'était vraiment bien coupé. Donc, quelque part, la vie continuait parce qu'on avait recréé une sorte de vie de famille sur ce bateau. J'avais vraiment l'impression de connaître très bien les personnes et notamment les défauts, parce que ça, faut en parler. Enfin, en vrai, c'est une expérience de vie en collectivité hyper intense. Ouais, c'est normal. En communauté, pardon. On vit les uns sur les autres tout le temps. Ouais, ça ressemble un peu à une coloc, peut-être même. Ouais. Mais et en même temps on est aussi collègues, et en même temps on est aussi confidents, et en même temps, ce que j'ai pas dit, c'est sur le bateau il y avait 2 couples, à la fin il y en avait 3. Ah. C'est vraiment un microcosme. Tout d'un coup la planète se réduit à 10 personnes, et en fait tu te rends compte que t'as beaucoup à faire en fait, hein. 10 personnes, moi j'ai voyagé en rencontrant ces personnes là qui ne venaient pas du même pays, même le capitaine qui était breton. Tu recrées un cercle de sociabilité. Et donc, j'ai pas trop ressenti ce truc de seul au monde. Mais après, j'étais pas non plus, c'était pas une course en solitaire. Oui, aussi. Mais j'ai eu évidemment des moments où ça allait pas du tout, parce que la barrière de la langue, parce que si je commençais à penser à ma famille, à mes proches, si tu commences à dire, mon Dieu, s'ils vont pas bien, en fait, t'en sors pas. Oui, surtout parce que t'auras pas de réponse. Ouais. Et parfois, c'était dur et j'avais envie de juste me jeter du bateau et qu'on vienne m'hélicotrier, quoi. Mais c'est pas possible. Oui. Et voilà. Et c'est drôle, dans mon carnet, donc mon carnet de bord, on voit qu'il y a des jours où j'écris que c'est la grosse déprime et que tu tournes la page et c'est écrit genre, quel bonheur d'être là. Bien, ouais. Donc voilà. Et c'était marrant parce que le moral des troupes dépendait aussi vachement du temps. S'il faisait lourd ou pas, s'il pleuvait ou pas, des conditions de navigation, évidemment, si le vent forçait. Et puis, il y avait une sorte de thermomètre du moral, où enfin, on est tous, on absorbe un peu tous les émotions des autres aussi. Mais les Danois étaient très forts. Je dis les Danois, mais tout l'équipage. Ils avaient l'habitude de le faire aussi, peut-être. Parce qu'ils savaient tous prendre sur eux, mais vraiment très bien. Et aussi parce que eux, moi j'ai fait que 2 mois avec eux. Eux, ils y sont encore. Hein. Ouais. Ils en ont pour 6 mois, donc évidemment, ils sont obligés de prendre sur eux. C'est ça aussi que tu peux prendre quand tu fais... Mais honnêtement, je pense que j'ai vraiment plus appris du point de vue humain que du point de vue... Accepter que l'autre, il soit pas d'accord, ou accepter les défauts de l'autre, les siens aussi. Oui. Et puis en même temps, il y a aussi ce sentiment de en fait, on peut pas faire avancer ce bateau qui est tellement énorme tout seul. Et donc, en fait, on est obligé de compter sur les autres. C'est-à-dire que si l'autre n'est plus là, on n'avance plus. Et voire, on ne vit plus, parce que le bateau, on peut pas le gérer tout seul. Oui. Et donc, oui, il y a
Enfin, moi, ces personnes-là, je ne sais pas si je les reverrai, mais je les ai aimés très très fort. Mais tu restes en contact quand même avec eux? Je pense pas. Ah ouais? Je sais pas parce que. C'est toujours sur leur groupe? Ah, je suis toujours sur le groupe. Oui, bien sûr. Et évidemment, si je passe par Amsterdam, je chercherai à les recontacter. Ouais. Mais je pense que eux, c'est leur mode de vie en fait, d'accueillir des gens sur les bateaux. Ils naviguent jamais vraiment avec le même équipage. Ouais. Donc, eux, ils sont comme ça. Ils m'ont dit adieu. Mon coloc là, qui était un vrai phénomène, lui, un vrai descendant des Vikings, qui m'en a fait un peu voir de toutes les couleurs. À la fin, il m'a dit, et on s'est quitté, il m'a dit have a good life. Truc très cliché. Hein. Je me suis effondrée en pleurs parce que c'était un adieu quoi. Parce que je savais que j'avais vécu potentiellement. En fait, là, du haut de mes 23 ans, je pense que j'avais vécu le truc le plus fort de ma vie. Et grâce à eux, parce que eux, du début à la fin, en vrai, ils m'ont tout transmis. Alors qu'ils auraient pu ne pas me prendre en considération. Oui, et ils ont été franchement hyper accueillants et hyper bienveillants. Donc oui, j'ai eu des moments très durs, très souvent, parce que ça fait partie de l'expérience et on m'a informé dès le début. On m'a dit, ce sera pas de chanteur. Et voilà. Mais c'est pas forcément ce que tu retiens quand tu veux parler de ce voyage. Il y a eu des moments très durs. Hein. Enfin, à la fin, tout le monde était très tendu et on avait tous très envie de poser pied à terre parce qu'en fait, c'est fatigant. On se lave pas. Enfin, on se lave à l'eau de mer. On mange pas comme on veut. On est hyper fatigué. Le soleil, on est sous le cagnard, mais vraiment tout le temps. Enfin, c'est des conditions de vie vraiment compliquées. Et donc oui, il y a un moment où juste tout le monde se braque, on a envie d'arriver. En plus, on devait s'arrêter aux Barbades, donc c'est-à-dire recharger un peu les batteries. Ouais. Et finalement, le capitaine nous a dit on n'y va pas, on trace en Colombie. Ah, okay. Donc à la fin, ouais, c'était dur. Okay. C'était dur. Et mais t'avais toujours un truc qui te remontait le moral pour tout ça. Mais c'était drôle ça, parce que ce qui me remontait le moral, c'était des choses toutes bêtes. Mais je me rappelle un jour, Mara, la cuisinière, elle avait fait de la confiture. J'étais tellement heureuse parce qu'on mangeait pas de dessert, on mangeait pas de sucré. Ou alors, si on mangeait du sucré, ça arrivait que pendant leur quart de nuit, il y ait deux filles qui fassent des cookies ou des cinnamon rolls. Et ça, c'était vraiment du bonheur simple. Et d'autres bonheurs simples, c'était la nature qui nous l'apportait. C'était les paysages. Oui. Splendides. Vraiment quand tu étais de quart, que tu naviguais pour les levées de soleil ou les couchers de soleil, c'était toujours un régal. Et nous, je pense qu'on a eu le plus beau lever de soleil de tout le. Ah ouais, c'était une aquarelle qui changeait en temps réel, qui passait du rose au mauve au lilas. J'ai jamais vu rien d'aussi. Rien vu d'aussi beau. Et donc ouais, les autres petits plaisirs, ça pouvait être les animaux. C'était vraiment nos seuls voisins. T'avais des dauphins, oui. Dauphins très souvent. Et les dauphins, ils sont pas peureux du tout et ils arrivent en bande, vraiment. Il y a un jour où ils étaient honnêtement plus de 50 autour de nous. Et c'est impressionnant. Et donc c'était drôle parce que au début, moi j'étais comme une folle parce que surtout que c'était un running gag, mais il y avait une fille qui criait, qui faisait la vigie dauphin. Et dès qu'elle envoyait, elle criait fils dauphin en danois. Oui. Le seul mot danois que j'ai dû retenir. Et donc ouais, les dauphins c'était un vrai truc et c'était drôle parce que en fait à un moment, fallait reprendre, la vie reprenait son cours sur le bateau. Tu pouvais pas rester à observer les dauphins. Et donc, ça devenait un peu le quotidien de naviguer avec les dauphins. Slay. Ouais, excuse-nous. Et on a vu une baleine, un bout de baleine, mais qui est passé à vraiment à 10 mètres du bateau. Ah. Une grosse baleine? Une assez grosse baleine, ouais. Pas trop. T'as vu la queue aussi? On a vu, en gros, on a vu le jet d'eau qui a fait chou. Ah ouais. Et du coup, une partie du dos. Et on m'a expliqué que les baleines, elles remontent pas, elles sont peureuses. Ouais. Mais elles remontent, du coup, à respirer à la surface quand elles dorment. Donc, en fait, on m'a expliqué qu'à 10 mètres près, elles se relevaient sous notre bateau. Ouais, c'est ça. Donc, en vrai, ouais, tu fais pas le malin, mais c'est impressionnant. J'ai vu une petite tortue et il y avait plein de poissons volants. Ça, c'était trop cool aussi. Et les poissons volants, ils sont un petit peu teubés et parfois ils font tomber non, mais c'est vraiment des créatures très bizarres. C'est les insectes des mers. Et parfois ils arrivaient sur le bateau. Il n'y avait pas moyen d'en sortir. Donc on avait des petits passagers clandestins parfois. Voilà, pas besoin de pêcher finalement. Ouais, bah, après c'était pas la meilleure chair. Mais c'est drôle, c'est vraiment des poissons avec des yeux bleus, mais un bleu perçant et des ailes.
C'est vraiment le dragon des mers, quoi. Enfin, mais un petit dragon. Et donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Les oiseaux. Et ça, les oiseaux, c'était plutôt bon signe parce que quand tu vois des oiseaux, C'est que la mer, ça veut dire que loin. la Terre est pas loin. Ouais. Et donc voilà. Et si, aussi un autre phénomène incroyablement beau, c'était le plancton. Il y a un soir, en gros, le bateau il laisse des traînées. Ouais. Et le plancton vient s'activer. Je sais pas comment ça se passe. Je suis pas physicienne dans l'eau. Et il y a un soir où il y a eu un phénomène naturel où le plancton, on le voyait monter à la surface et il explosait comme des petits feux d'artifice. Ah oui, des petites bulles comme ça qui claquent. Et donc à ce moment-là, on était 3 par quart, donc dans l'immensité, dans la pénombre. Donc t'avais les étoiles au ciel et le plancton qui explosait sous l'eau. Et c'était vraiment le reflet des étoiles dans la mer. C'était un tableau à couper le souffle, vraiment. Et non, c'était des sortes d'aurores boréales dans l'eau, quoi. Et ça m'a, c'était ce genre de moment qui m'émouvait et qui donnait sens à cette expérience et qui me rappelait pourquoi j'étais là. Et donc oui. Et c'est ça. Je pense que c'est vraiment c'est la nature qui me, et le bonheur simplement. Ok, donc si tu dois retenir un truc qui t'a appris, enfin que ça t'a appris peut-être ce voyage, c'est ça, c'est en fait t'as des moments très bas, mais t'as toujours quelque chose qui vient remonter. C'est ça. Ce que je retiendrai, c'est la vie minimaliste en fait. Ouais. J'avais rien, j'avais 3 fringues et quelques bouquins. Et donc en fait, ouais, t'apprends à apprécier ce dont tu as vraiment besoin et tu connais réellement le manque. J'ai compris en fait en partant dans un confort hyper médiocre, ce qui était vraiment essentiel dans ma vie, genre un très bon lit et des bonnes nuits de sommeil et un dessert. Mais voilà. Donc je retiens, si jamais je veux devenir minimaliste, il me faut un bon lit et un dessert. Non, mais des trucs, des petits plaisirs auxquels te raccrocher. Et des bons bouquins. Et surtout la nature. La nature, oui, forcément, tu es rentré vraiment en contact avec... J'étais drôle parce que du coup, je me suis pris une page de bleu dans la tronche. Et quand je regarde mes photos maintenant, c'est une palette de toutes les couleurs, mais ça c'était le ciel en fait, qui était surtout très très beau. T'avais l'impression d'être que dans du bleu, quoi. Ouais, et du coup, quand je suis arrivée en Colombie, j'ai eu un besoin de vert. et je suis allée dans la jungle et ça m'a fait du bien ce truc de voir des arbres, des feuilles. Oui, parce qu'arrivé en Colombie, après tu t'es resté 5 jours, c'est ça? Je suis pas restée longtemps. Mais j'ai eu le temps d'aller dans la jungle. Ouais, c'est vrai que 5 jours en fait. Sur 2 mois, on se dit c'est pas énorme, mais quand même t'as eu le temps de faire quand même pas mal de choses. Oui. Mais bon, la fin en soi de ce trajet, c'était vraiment le bateau. Ouais. Voilà. Alors comment ça s'est passé alors? Ton arrivée, la fin du trajet, comme tu le dis. Quand t'es arrivé à quai en Colombie? Parce qu'ensuite, quand t'es revenu, t'es vraiment revenu en avion, c'est ça? Ouais, je sais, c'est moche. Mais ils faisaient pas le retour. Ils faisaient le retour, mais ils y sont encore. Donc non, moi il était pas question que je fasse les 6 mois, parce que de toute façon je serais pas rentrée à temps pour reprendre mes études. Okay. Mais surtout j'ai vraiment eu ma dose. C'est le plus compliqué dans tout ça, c'est de pas faire de pause. Et en fait c'était drôle parce que donc c'est des gens qui sont prédestinés en fait à vivre sur la mer tout le temps. Et s'ils repartent sur la mer, c'est qu'ils ont des temps sur la terre en fait. Ouais. C'est vraiment il faut trouver un système de balance. Ouais. Et effectivement, moi, mais tous les autres, on n'en pouvait plus, on voulait arriver à terre. Et au bout de 2 jours en Colombie, on était tous prêts à repartir. Et je m'y attendais pas. Ça manquait, en fait, directement, ça manquait le bateau. En fait, une fois que t'as pris ta douche, que t'as fait une bonne nuit de sommeil, que t'as bu une bière bien fraîche et que t'as refait le plein de fruits frais et de légumes frais, tu repars. Aussi parce que il y a une adrénaline assez folle en fait en mer. À faire une pause, ça permet de pouvoir bien repartir. Oui. Aussi parce que sur la fin du trajet, on a fait quelques erreurs de manœuvre qui ont été dangereuses et qui étaient vachement liées à la fatigue et aussi à l'habitude. Donc ouais, on a vécu des pas mal d'empannages sauvages. Je sais pas s'il y a des marins
Qu'est-ce que c'est dans que ton, ça? dans ton auditorat. Globalement, c'est quand ton vent vient de la droite, on dit que Ouais. t'es tribord à mur, donc tes voiles se remplissent. Tu vois, elles prennent le vent comme ça. Ouais. Mais si ton vent il vient de là et que tu as le malheur de changer d'amure, enfin, c'est comme ça, Ouais. et que ensuite le vent vient de la gauche, donc t'es bâbord à mur, en fait tes voiles elles vont passer d'un coup franc et sec. Et tu prends la De gueule. l'autre côté, il y a beaucoup de navires. Tabarly, il est mort comme ça en se prenant sa bombe. Ah bien. Et je crois qu'il est mort dans un empannage. En tout cas, c'est le cauchemar de tout Ok. navigateur, l'empannage. Et on en a fait quelques-uns, 2, et c'est violent. Ouais. J'ai jamais vécu de tremblement de terre, Et mais ouais, le bateau il tangue fort. ça ressemble à un tremblement de mer. Je me rappelle d'un où je mangeais, j'étais dans le galley, dans la cuisine, c'était mon temps de pause, on papotait et tout, et je me rappelle il y avait un bocal j'avais mon assiette, il y avait un bocal aussi de tomates séchées. Et d'un coup, on sent le bateau qui commence à tanguer, et plah, il y a toute la table qui s'envole, tout qui tombe dans le bateau. Et c'est très violent, et en fait du coup tout le monde sort, et moi dans ces moments-là j'avais pas le droit de toucher aux voiles, ils voulaient que je reste à l'abri, et oui, en fait faut savoir bien réagir, mais ça c'est pareil en fait, aussi je pense à ça tangue tout le temps dans ton bateau. Ouais. On mangeait tout le temps, et moi je faisais toujours tomber mes affaires, mais parce que j'avais pas le réflexe de tenir mon assiette, parce que si tu la tiens pas, ça glisse en fait, t'es tout le temps en train de tanguer. Et donc ouais, on a fait des pique-niques aussi un peu dans le cockpit. Et en fait, quand on fait le pique-nique dehors, tous les plats étaient attachés avec des tendeurs à vélo, tout le temps, parce que tout bouge tout le temps. Et donc pour la sécurité, ça doit être difficile, les couteaux, tout ça. Tous les couverts sont en plastique du coup. Ouais. Ok. Et après, évidemment, tu prends le pli en fait. Oui. En fait, je crois que c'est ton oreille interne qui finit par t'habituer. Ok. Et quand t'arrives sur la terre, tu tangues. Quand t'arrives sur la terre, tu tangues. Franchement, la première douche, c'est très bizarre, quoi. C'est très bizarre. T'as le mal de terre. On appelle ça le mal de terre. Okay. Et voilà. Donc t'as eu les deux, mal de mer, et ensuite t'arrives sur la terre, et ensuite, mal de terre. Mais bon, mal de terre. D'avion ou... Non, pas mal d'avion. Si, j'ai eu très mal aux oreilles. Et très mal à mes dents. Oui. Rien à voir. Et par contre, ouais, le retour en avion hyper inconfortable. Déjà que c'est un moyen de transport que j'aime pas, et ça m'a vraiment vacciné encore plus. Qu'est-ce que ça t'a fait, ce retour à la réalité, même si c'était en Colombie, donc c'était pas vraiment le retour, parce que c'est aussi un paysage que tu vois moins, mais à l'arrivée de l'avion, en tout cas en France, quand t'es revenu chez toi, qu'est-ce que ça t'a fait de revenir entre guillemets à la réalité d'un monde que tu connaissais déjà avant de partir? Alors déjà, j'ai eu la sensation d'avoir vécu très longtemps sur ce bateau, et en même temps pas assez. Le rapport au temps était trop bizarre, et surtout j'avais un pied dans l'avion, que je me demandais déjà quel prochain voyage je referais à la voile, quoi. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup ressenti dans tout ce que tu m'as dit, c'est que il y a beaucoup de choses négatives, mais qu'en fait t'as envie de le continuer. C'est un peu comme la vie, j'ai l'impression. Je crois que c'est le côté le plus contradictoire de ma personne. Ouais. Mais je pense qu'on l'a tous, ce côté-là. Oui. Mais c'est le challenge, en fait. La voile, ça me met profondément... ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Et c'est quelque chose de hyper flatteur, parce que j'alterne entre je suis pas fière de moi, et en fait, avec le recul, je me dis j'ai fait ça quand même. Ouais. Ou alors... et souvent la mer aussi, je suis très à l'aise en mer, c'est ma pote et tout. Et parfois je réalise que c'est quand même elle la plus forte. Ouais. Et qu'elle m'engloutit quand elle veut, parce que en vrai on naviguait, il y avait dans des vagues de 5 mètres de profondeur parfois. C'était vraiment mon poste préféré. Je me mettais à l'arrière du bateau, et puis je faisais le petit chien qui regarde dans le coffre, tu vois. Les vagues qui arrivent. Et je pouvais rester des heures à regarder les vagues. Les vagues qui partent, pas celles qui arrivent, pas devant sur la proue, en mode sirène. Non, pas devant. Non, surtout qu'en plus, devant, il y avait un filet dans le bateau, et c'est là que tu ressens le plus les mouvements d'eau. Un côté, j'aime pas, mais j'y retourne. Ouais. Et donc j'aime. Et ouais, j'aime beaucoup quand je suis sur la mer, parce que j'oublie tout le reste. Et je pense que c'est vraiment ce que je voulais. Il faudrait que tu arrives à retrouver des moments comme ça aussi
Ouais, et en même temps, c'est hyper ok que ce soit ces moments-là avec la mer. Ouais, Parce c'est que vrai. c'est un lien qui est fort et, et, et de le partager avec d'autres qui le ressentent de la même manière, Ouais. ça, c'est aussi... Ouais, c'est comme un peu un idéal. Enfin, tu as Mais l'image du truc. en fait, on se comprend un peu à demi-mot. Ouais. On n'a pas besoin de parler. Et d'ailleurs, c'était un truc très fort, ça, sur le bateau. C'était l'importance du silence. Ouais. Parce que c'était un silence qui était rempli de mer et d'émotions, en fait. Parce que t'as beau installer une routine, je pense qu'on était quand même tous toujours assez conscients de la chance qu'on avait d'être là. Et eux, dont c'est le métier, ils disaient qu'ils faisaient le métier le plus beau du monde. Et ils disaient surtout que, en fait, ils fréquentent que des marins parce qu'ils n'ont pas la force de, ils peuvent pas expliquer, ça s'explique pas, en fait. Il faut l'avoir vécu un peu pour la comprendre et que du coup, ils supportaient. Enfin, tu vois, notre capitaine disait que quand il rentrait chez lui, il n'en parlait pas vraiment à ses parents. Ses parents savaient qu'il était sur l'eau, mais ils savaient pas ce qu'il vivait, ils savaient pas. Et même les paysages, je les ai pris en photo, mais ça c'est rien, ça rend pas pareil. Parce que tu l'as tout autour de puis, toi. ouais, il y avait un côté quand même très enveloppant, en fait. Et la mer, elle porte bien son nom. Ouais, mais tu t'as mis à la fin de ta vidéo, t'as mis merci la mer. Merci la mer. Non, mais oui, et puis elle était portée par le roulis. C'est une nourrice, je sais pas comment dire. En fait, elle est merveilleusement attirante, monstrueusement belle. Pas merveilleuse, c'était monstrueux. Il y a pas quand même une partie merveilleuse quand même. Il y a aussi une partie merveilleuse parce que les jeux de lumière sont incroyables, les couleurs sont belles, la nature est belle. Enfin, je veux dire, les animaux que tu vois en mer. Mais quand même se dire que c'est hyper profond, peut-être. Oui, aussi. Non, mais aussi. Et tu vois, c'était assez impressionnant. Moi, j'avais peur de tomber du bateau parce que honnêtement, un bateau comme ça, tu fais pas un demi-tour en 2 minutes. On faisait du 10 nœuds. C'est pas si rapide que ça. Ce que je retiens de ce voyage, c'est que aussi, en fait, on peut avancer avec la lenteur. Et moi, ce que j'aime tant dans la voile aussi, c'est ce rapport au vent. T'avances grâce aux forces de la nature. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas qu'on perd dans nos vies métro boulot dodo, mais c'est normal. Et c'est aussi parce que j'ai une vie métro boulot dodo que je sais apprécier cette vie-là, que je suis en pleine conscience dans la nature. Et c'est vrai, un rapport à la civilisation, j'appelle ça la civilisation trop bizarre. Je me rappelle d'un soir, on venait de quitter Porto Santo et au bout de 2 jours, on longeait les Canaries et on a longé Tenerife de nuit. Et c'était très bizarre parce que nous, sur le bateau, il fait nuit, on voit rien, on s'éclaire qu'à la lampe rouge. Ça, c'est très bizarre aussi, mes premières nuits d'éveil où tu sors du bateau, tu sais jamais, parce que tu t'ouvres ta sorte de manivelle, et tu sors sur le pont, et tu sais jamais s'il va faire jour, nuit, machin. Et en fait, tu repères tes coéquipiers qu'à l'aide de la lampe rouge, en fait. Et pourquoi rouge? Parce que ça éblouit moins. Et ouais, je crois que c'est la raison. Ouais. Vous voyez rien, si? En vrai, ça éclaire plutôt bien. Bah, ça éclaire moins loin. Ouais. Mais voilà, et on avait aussi des grosses lampes torches, des trucs bien solides pour éclairer les voiles, parce que du coup, on surveillait tout le temps nos voiles. Et on a longé Tenerife, et c'était une île avec une nightlife intense. Des lumières, on voyait les boîtes, les alarmes les gyrophares de police et tout. Enfin, on voyait la vie, et on en était en même temps très loin. Ouais. Et le temps de longer toute l'île, la nuit tombait. Enfin, il y avait un truc très bizarre c'était notre dernier moment de civilisation. Ouais. Moi, j'avais pu capter un peu de réseau à ce moment-là, le réseau espagnol. Et ouais, il y avait un truc trop bizarre de sa vie là-bas. Et en plus, déjà, sa vie au milieu de l'océan, parce que sur une île. Ouais, et nous, on s'apprête à faire une croix sur tous les plaisirs, en fait, de la vie quotidienne. Et donc, ouais, il y avait un décalage, en fait, énorme de vie. Et en même temps, ça me faisait rire, parce que j'étais en mode... C'était un peu la première fois que moi, j'étais de l'autre côté, dans le sens où c'était pas moi qui étais sur la plage qui regardais les bateaux au loin, mais moi qui étais le bateau au loin et qui regardais les gens... Il y avait une Alice qui regardait, c'est ça. Et du coup, c'est dans ces moments-là que j'avais vraiment l'impression de réaliser mon rêve. Tu as aussi parlé du vent, et il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaston Bachelard, qui a fait un peu une poétique, une philosophie de chaque élément. Et pour parler de la mer, il avait dit un truc que j'ai noté, et c'était par rapport à la créativité. Et comme on en a parlé un peu tout à l'heure, je me suis dit, il y a quelque chose
Et donc je voulais voir si tu étais un peu d'accord. Donc ce qu'il dit, c'est que l'eau est comme ce qui fait nos rêves, qui façonne notre imagination et aussi notre activité. Je sais lire, c'est juste que je sais pas me relire. Donc voilà, en gros, ce qu'il dit, c'est que l'eau, c'est ce qui vient nous donner de l'imagination, ce qui vient nourrir un peu notre... C'est un fluide. Voilà, oui, c'est un fluide, qui est toujours en mouvement. Et en fait, surtout, je pense que la mer, il y a une profondeur, un mystère qui est à découvrir. Et c'est un peu ce que tu m'as fait ressentir. Et puis tout à l'heure, tu m'as aussi parlé que tu faisais plein de rêves hyper chelous. Donc peut-être qu'il y a de ça aussi. Et je voulais aussi mettre aussi un peu en lien avec la mosaïque. Parce que tu fais beaucoup de mosaïques. Est-ce que tu as trouvé de l'inspiration dans la mer? Je parle de la mosaïque, mais je pense que tu dois faire aussi tout art. Donc dans ta vie, dans plein de choses. Dans ton petit carnet, tu as fait plein de dessins. Donc je pense que oui. Mais est-ce que tu es un peu en accord avec cette vision de bachelor? Oui, totalement. Enfin, en tout cas, je sais que moi, la mer, c'est une ressource inépuisable. D'imagination et de repos. Oui. Et alors effectivement, il y a eu cette part de rêve, mais là, je pense que c'était plus lié aux conditions de sommeil. Ouais. Comme je faisais des nuits de 4 heures, c'était tout le temps des rêves entre deux eaux dont tu te rappelles et qui sont très poignants. Et je rêvais tout le temps de la même chose. Et c'était drôle. C'était quoi? Je rêvais beaucoup de Nantes, globalement de mon enfance. Okay. J'ai rêvé que je me disputais toujours très fort avec mes sœurs. Là, il faudrait une petite psychanalyse, mais je vous rassure, tout va bien avec mes sœurs. Ouais, j'espère. Et j'ai rêvé aussi qu'on m'offrait très régulièrement un bouvier bernois, qui est une race de chien que... Enfin, je rêve d'avoir un bouvier bernois, mais premier degré. Enfin, et deuxième degré, et tous les degrés, en fait. Et donc, je rêvais qu'on m'offrait ce bouvier bernois. Oui. Et c'était une vraie source de bonheur. Et voilà. Non, c'était des rêves sympas alors ça. Non, ça c'était des rêves sympas. Mais il y a eu des cauchemars aussi, forcément. Mais ouais, ça occupait une part assez importante. Et la créativité, c'est aussi un peu ce qui m'a sauvée. Sur le bateau, j'ai découvert le travail du bois. Et je suis tombée amoureuse. Tu l'as découvert là-bas? J'en avais jamais travaillé. Ah purée, parce que elles sont belles tes cuillères. Merci. Ouais, carrément. Mais venez priver. Donc t'as fait des cuillères que t'as offert aux membres de l'équipage, c'est ça? Non. En gros, au début, je bataillais pour rester éveillée la nuit, j'arrivais pas. Et il y avait les Danois qui taillaient des cuillères toutes simples en bois, dans des morceaux de bois. Attends, je peux sortir mon bois. Oui, bien sûr. Je reviens. Donc j'ai ramené mes petits bouts de bois. Ça, c'est tout ce que j'ai pas eu le temps de tailler. Ah oui. Mais du coup, je partais des gros trucs comme ça. Ah oui. Non, c'était des gros bouts de bois. À la base, là, c'est des trucs que j'ai sciés, mais qui étaient énormes. Et donc on avait nos bouts de bois et c'était drôle, on passait pour s'occuper du coup de nuit, on avait tous nos lampes torches rouges, un seau entre les genoux, notre couteau et on taillait notre bois comme ça pour que dans le seau pour que les écorces, le circuit d'écorce tombe dans le seau et pas partout dans la tête, qu'on lavait régulièrement. Ouais. Et donc voilà, j'ai découvert le travail du bois. Mais non seulement j'ai découvert, mais surtout, en fait, je suis tombée amoureuse et du coup, je faisais que ça. Et les Danois, ils se moquaient de moi, ils me disaient, en fait, toi, tu vas revenir en France, tu vas devenir ébéniste. J'étais en mode, oui. Et donc, c'était super. Parce que non seulement, je me suis découvert des ressources assez folles et un talent plutôt caché pour le bois. Et encore une fois, une patience pour la créativité, une patience que j'ai pas toujours dans la vraie vie. Et cette patience aussi parce que la mer c'était paisible autour, donc t'étais dans une bonne atmosphère pour être patiente, quoi. Oui, c'est vrai, et puis de toute façon j'avais que ça à faire, et en même temps, et c'était aussi un truc de voir évoluer mes cuillères, parce que du coup je faisais des cuillères avec des petites formes. Oui. Des petits animaux aussi. De les voir évoluer, de les voir prendre vie, et encore une fois c'était brut comme matière. C'était la nature, c'était... Ouais, je me sentais un peu Robinson Crusoe, et j'avais un couteau, des bouts de bois, et je donnais vie à un objet qui représentait beaucoup. Et là où la créativité, je trouve que elle m'a fait du bien, c'est que ces cuillères, je les ai toutes faites en pensant à une personne. Ah oui. Et je les ai toutes offertes à la personne en question. Ah. Et ça m'a vachement... ça m'a permis aussi de sortir des émotions, d'avoir comme un lien avec cette personne. Et c'était quelque chose qui m'a fait tellement de bien de les offrir en revenant. C'était dire, t'étais avec moi. Et donc voilà. Et donc j'en ai plus des cuillères, je les ai toutes offertes. Et ouais, je crois que c'était des moments privilégiés que je passais avec les personnes.
Et je suis assez convaincue que Tu c'était discutais avec réciproque eux. quelque part. Et voilà, ouais, je pense que c'est en ça que la mer, elle m'a fait du bien. C'est que j'étais à des milliers de kilomètres, j'ai jamais été aussi loin de mes proches. Et pourtant, ils étaient dans mon cœur. Et voilà. Voilà. C'est beau, oui. Voilà. Et j'ai beaucoup lu aussi. J'ai beaucoup lu. Notamment la Bible. J'ai lu ouais la Bible, ouais. Ok. Oui. Et ça, tu vois, c'était aussi mon C'est- moyen. Parce que avant... C'était pas catholique de base? Non, je suis pas catholique. C'était Mon juste père, c'est le pour, seul pratiquant de ma famille. Et il est hyper ok avec ça, qu'on pratique pas, machin. Mais avant de partir, donc je faisais mon sac dans ma maison. Et il arrivait avec sa Bible. Et il l'a posé sur mes affaires. Et j'ai dit, c'est mort. Je prends pas ça. Je suis déjà chargée, je vais pas me rajouter une Bible. Sauf que, plot twist. Ça a récupéré. Non, ma mère, elle m'a prêté sa liseuse. Et mon père m'a Ah. téléchargé la Bible. J'avais la Bible Regarde, en e-book. la classe. Et en fait, c'était trop chouette de lire la Bible pour avoir les rêves. Les rêves qu'en fait, Tu l'as lu en entier, du coup? Non, j'ai pas lu en Non, entier. ouais. C'est long. J'ai lu Genèse, des évangiles. La Genèse, quelques évangiles. Ouais. Exode. Mais je trouve que pour la... Ouais, Oui, au moins, tu comprends, culturellement parlant, c'est important. Et sur le bateau, il y avait aussi une Danoise qui la lisait. Elle avait aussi pris le Coran. Enfin, elle avait tout pris. Ah oui. Elle avait 6 mois. Vous y allez, ouais. Mais c'était chouette. En vrai, c'était chouette. Et aussi, la musique, c'était un truc qui était très présent sur le bateau. Parce que du coup, généralement, pendant nos quarts de nuit ou pas, on mettait de la musique avec une enceinte. Et c'était drôle de voir le pouvoir universel qu'a la musique. Oui, ça rassemble. Ouais, ça rassemble, on écoutait la même chose. Je me suis mangé beaucoup de Eminem. Ah ouais. Parce que la fille dans mon Ils car, étaient fans elle écoutait d'Eminem. beaucoup. Mais aussi d'autres musiques. Et c'était drôle de voir que c'était de la musique un peu pop, culture pop. Et du coup, t'as découvert la musique danoise un peu? J'ai découvert du rap. J'ai pas mal De rap danois. d'artistes rap danois. Et voilà, mais j'ai aussi découvert des musiques purement, hyper clichés, de violon, de marin, quoi. Et non, c'était vraiment... on parlait du silence aussi, mais la musique, elle venait aussi... elle venait bien se fondre, en fait, avec, dans le fond. Et ça gâchait pas, entre guillemets, le bruit de la mer. Au contraire, parfois, c'était un peu plus... Ça l'accompagnait. Ça l'accompagnait, et en fait... ça venait aussi un peu briser l'angoisse Oui, c'est vrai. Forcément, tu as des petits temps d'introspection. Je les chérissais, ces moments-là où j'étais toute seule. Tu vas repartir alors? Oui. Oui. Vite, j'espère. Vite, ok. Oui. T'as pas forcément d'idée pour l'instant précise? Si, j'aimerais bien aller plutôt dans la Méditerranée. Ok. C'est peut-être plus Sinon, calme non, aussi. mon prochain objectif, j'aimerais bien aller à Istanbul. Voilà. Ok. Voilà. C'est ce que tu m'avais dit que tu ferais si. Mais il faut trouver le temps. Le problème, c'est qu'il faut du temps. Ouais, bah oui. Et un équipage. Et si tu reprends les études en plus. Parce que je crois qu'il y a aussi un truc dont j'ai pas parlé. Je crois que la voile, je suis pas une voileuse pure et dure, dans le sens où, en tout cas pour le moment, je suis pas challengée par le solitaire. Ok, t'as pas envie de partir en solitaire? Non. Ok. Je crois que j'aime beaucoup en fait cette notion d'équipage. Être un peu aussi interdépendant avec d'autres. Oui, et j'étais avec un équipage et je suis convaincue que c'est des gens que j'aurais potentiellement jamais rencontrés dans la vie. Ouais. Et que le contexte a fait qu'on était ensemble. Et donc, non, ça c'est... Partir, mais pas c'est important pour moi, cette sensation de braver la mer à plusieurs. Ouais. Et de devoir compter les uns sur les autres. J'ai hâte que tu m'apprennes alors pour aller à Istanbul aussi. Avec grand plaisir. Mais, Ça s'apprend bien? Moi, je pense que ça s'apprend de toute façon que sur le terrain. Donc il faut se lancer. Faut bien aller sur le bateau. Oui, c'est vrai. Non, et la voile, je crois que c'est aussi une passion qu'il y a plein de gens qui découvrent très tard. Parce que c'est aussi un truc de bourgeois, on va pas se mentir. À certains égards. Après, là, moi, j'étais pas du tout avec cette catégorie de gens-là, parce que c'était des marins. Oui, bah oui. Mais c'est vrai que quand on s'est retrouvés dans les ports, par exemple le port à Santa Marta en Colombie, on était sur le ponton des yachts. Mais c'est pas de la voile, enfin c'était... Voilà, il faut bien choisir, il faut savoir de quoi on a envie. Oui. Et voilà.
Et ouais, donc tu pourrais pas vivre sur un bateau complètement, ce serait compliqué. Ben, je pense que ça ôterait ce plaisir un peu temporaire. Ouais. C'est besoin de rappel à la mer. C'est une parenthèse en fait quand tu vas sur ton bateau. Ouais. Ok. Par contre, effectivement, il y a quelque chose avec l'eau. Ouais. Je supporterais pas de vivre dans une ville où il n'y a pas d'eau. Ouais, juste le Rhône et la Saône, ça... C'est déjà un peu léger pour moi. Ouais. C'est vrai que la mer, ça sera encore mieux. Ouais. Mais je crois que j'en avais parlé dans le premier podcast. C'est vraiment, je pense, ce qui me plaît le plus à Lyon. C'est les fleuves. Ouais, puis ça dessine bien le paysage en plus. Ouais. Non, puis la mer, elle a du caractère. L'eau, elle a... Je sais pas. C'est le plus bel élément pour moi. C'est beau. Donc, Istanbul déjà, t'as prévu peut-être ce voyage d'aller à Istanbul, ou en tout cas voyager sur la Méditerranée. Ouais. Parce que ce sera quand même plus... Je pense pas que ce sera quand même plus paisible, plus calme que l'océan, parce que l'océan ça fait peur quand tu penses. Les grosses vagues, la Méditerranée, on voit moins... On a moins en tête les grosses vagues. En même temps, il faut se challenger, il faut toujours aller plus loin. Oui. Surtout qu'Istanbul, j'y suis déjà allée. En bateau? Non, en train. Oui. J'étais allée en train. Stylé ça déjà. Et du coup, là, j'ai envie d'y retourner et je me dis... Ok. Voilà. Mais j'aimerais bien aller ailleurs en Turquie. Et alors bientôt le tour du monde alors? Ah, on sait pas. On sait pas. Surtout que... Vrai, est-ce que ça pourrait te tenter de faire un tour du monde? Avec des escales bien sûr, par exemple. Je pense, mais... Je pas Istanbul. On n'a pas le droit de le prendre, le canal de Suez. Je crois qu'on n'a pas le droit. Mais non, mais tu prends... Enfin, toi, tu fais le tour. Enfin, voilà, le tour du monde, quoi. Je me réserve ça plutôt pour une crise de la quarantaine. Ouais, de la cinquantaine. Ok. Quand tu trouves plus de sens, et bah hop, là, bateau. Exactement. Quand la terre, ça te saoule, la mer. Voilà, et pour une autre crise existentielle. Mais surtout, le peu que j'ai vu de l'Amérique latine, ça m'a vraiment plu. Ok. Et donc, pourquoi pas retourner en Amérique J'avoue, ça a un peu semé une graine dans ma tête de... Ouais, j'ai envie d'y retourner. Okay. Voilà, mais il faut que j'apprenne l'espagnol. Ah bah ça c'est sûr, parce que espagnol ou portugais aussi, il y a les deux, ça dépend où tu vas. Après oui, bon, t'apprends les bases, comme moi ce que je vais faire avec l'italien. Et ensuite... Il faut que je sois aussi appliqué que toi. Ah j'espère. Oula, je suis pas très appliqué. Et oui voilà, et ensuite sur place t'apprendras mieux de toute façon. T'apprends toujours mieux avec les locaux. C'est un bonheur de ne plus avoir le portable. Oui. Ouais. Et en fait, c'était ça par contre, tu vois, c'était aussi presque une angoisse. J'appréhendais le moment où j'allais revenir sur Terre et rallumer les notifications et me reprendre un tsunami de notifications en tout genre. Et alors finalement, ça allait? J'ai rallumé par étapes. Okay. J'avais désinstallé pas mal d'applis machin et tout. Enfin voilà pour. Mais le problème, c'est que dès qu'on est ici, on a des obligations, si on a des mails importants à recevoir, le travail, des amis. Et puis voilà, mais puis de toute façon, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc ça m'enlevait aussi un stress. Ce truc de me dire, j'ai pas à faire les plus belles photos du monde pour afficher ma vie. Elles sont pour moi les photos. Elles sont pour moi, elles sont. Non, je disais pour moi. Ah, mais elles sont surtout pour moi. mais non, mais elles sont pour mes amis aussi, pour mes proches. J'ai fait un petit diaporama que seule ma famille verra et mes amis qui me le demandent. Mais c'est très cool. C'est pas un diaporama. Mais non, le diaporama, tu parles pas de la vidéo. La vidéo. Ah oui. Et non, c'est pas. Ça m'a pas manqué, au contraire. J'étais en mode quel bonheur de pas avoir à se soucier de ça. Oui. Et voilà. Et c'était assez bien aussi de couper les nouvelles. Je suis partie au moment où Trump venait de se faire élire. Et vraiment, le monde, un peu comme toujours, part en cacahuète. Mais donc, ça, c'était quand même pas mal. Il y avait un peu les angoisses de qu'est-ce que je vais apprendre quand je vais revenir sur Terre. Qu'est-ce que j'aurais raté? Qu'est-ce que je vais rater? Voilà. Et mais en même temps, cette légèreté de se dire je suis impuissante et de toute façon, c'est pas de mon ressort pour le moment. Okay. Et donc c'était, je pense, la coupure la plus agréable. Oui. Voilà. Ça t'étais paisible, quoi. T'étais pas dans le flux permanent de... Ouais. Et puis de toute façon, dès que je commençais à penser à quelque chose qui se passait sur Terre, il fallait rationaliser et arrêter d'y penser parce qu'à part faire des plans sur la comète, en fait, tu peux pas... T'as aucune action dessus. Non. Et évidemment, j'étais aussi quand même soulagée de rallumer mon portable, de voir que mes proches allaient bien. Et voilà, j'ai une petite cousine qui est née aussi pendant la traversée. Donc la vie continuait. Et voilà. Ok.
Voilà. Et voilà. Et moi, je voulais te remercier pour le podcast parce que Bah, comme ça, en plus, Parce que ça permet d'alimenter ça tes archive souvenirs. un peu. Et puis même toi, ça te fait remonter tes ouais. souvenirs. Ouais. J'aime bien penser. Mais plus ouais, on j'ai parle relu d'un mon truc, journal de plus- bord avant de venir. Et, Ah oui. trop bien en fait. Parce que de toute façon, pour se souvenir de quelque chose, faut en parler, faut Ouais. se le rappeler à soi-même aussi. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose de faire ça. Oui. En plus, tu verras toutes les photos que tu vas m'envoyer, je vais pouvoir tout mettre correctement. Oui, ça va être un super C'est souvenir. sympa. Je suis trop contente. Merci.